Salut les photographes et bienvenue dans ce test complet du Nikon Z7. Nikon a eu la gentillesse de me prêter un Z7 et un D850 comme pré-presse, c'est-à-dire que je peux le tester pendant une certaine période. Je l'ai eu pendant un mois les deux appareils photo, donc j'ai bien eu le temps de les tester et là je vous fais le retour complet sur le Nikon Z7. Tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien pour que vous puissiez à la fin prendre la meilleure décision possible par rapport à vos choix. C'est parti! Alors en deux mots pour ceux d'entre vous qui savent pas trop et qui veulent juste avoir mon retour très rapide. En deux mots, on a un premier essai plutôt bien du côté de chez Nikon pour leur premier mirrorless plein format. C'est le premier boîtier qui est vraiment très bon en termes de vidéo, notamment chez Nikon. Ils ont amélioré beaucoup de choses. Le fait de passer au mirrorless leur a permis de franchir pas mal de barrières qui les bloquaient du côté des réflexes, pour l'aspect vidéo évidemment. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont un petit peu décevantes sur ce boîtier. On n'a qu'un seul slot de carte SD. On a des difficultés sur l'autofocus, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. On a une batterie qui est un petit peu courte. Voilà, plein de petites limitations comme ça, mais qui font que finalement, ce boîtier, c'est pas un mauvais boîtier, mais au prix auquel il est vendu, c'est-à-dire un prix premium, aussi cher que le D850, on s'attend en fait à avoir des choses un petit peu meilleures que ça. Et c'est bien là le souci, c'est qu'aujourd'hui, l'adéquation entre le prix et la qualité du boîtier, pour moi, n'y est pas. Donc ça peut être un bon premier pas pour des personnes qui veulent passer au plein format, par exemple chez Nikon, et qui se posent la question mirrorless, pas mirrorless, ça peut être un bon premier pas pour pouvoir éventuellement continuer d'évoluer dans quelques années. Et c'est en tout cas une bonne première copie chez Nikon, il y a plein de bonnes choses sur ce boîtier-là, mais c'est pas encore parfait. Alors les premières impressions sont bonnes, la prise en main est vraiment très bonne, on a un très bon grip. Pour un mirrorless, c'est vraiment un grip très agréable, bien meilleur que sur mon Sony par exemple. On a le petit doigt ici, on a un boîtier qui est plus petit que les réflexes, hein, évidemment. On a le petit doigt ici, qui n'est pas complètement en dessous. Donc pour moi, il n'y a pas forcément nécessité de rajouter un grip supplémentaire en dessous. Mais on n'a pas le petit doigt qui est complètement dedans non plus. Donc c'est-à-dire qu'on tient l'appareil plutôt à 2 doigts et demi en fait en réalité. Mais on le tient quand même plutôt pas mal. Et puis surtout le grip de l'autre côté, ici vous avez ce petit bourrelet qui fait qu'on le tient très très bien avec le pouce. Dans l'ensemble, c'est un boîtier qui se tient vraiment super bien en main. En termes de construction, c'est excellent, on a des très bons boutons. On a des molettes qui sont un petit peu différentes d'ailleurs. C'est des molettes qui moi me plaisent un petit peu moins que les molettes qu'il y avait sur les réflexes. Elles sont un petit peu plus difficiles à trouver, elles sont plus fondues dans le paysage, j'ai envie de dire. Et puis on a quand même beaucoup moins de boutons que sur les réflexes Nikon, notamment le Nikon D850 qui est censé être dans la même gamme. Donc c'est des choix de design qui ont été faits. Les réglages on les retrouve par ailleurs essentiellement sur le tactile, sur l'écran tactile. Donc en fait quelque part c'est comme s'ils transféraient des boutons sur l'écran tactile, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc si on parle de l'ergonomie, on revient sur les boutons. Comme je vous disais, ils sont peu nombreux. Si on regarde un petit peu derrière ici, on a les boutons habituels là, on a les boutons habituels ici. Mais ici, on n'a plus les boutons sur la gauche comme on pouvait avoir sur le D850. Après, c'est des boutons qui servaient beaucoup pour revoir ses photos. Mais c'est vrai que ça pouvait avoir un côté pratique de faire un petit peu avec les 2 pouces, un petit peu le côté manette de jeu, qu'on n'a plus avec cet appareil-là. Maintenant, comme je vous disais, on a un menu tactile qui est facilement accessible. Hop, il faut que je sorte l'objectif. Donc vous voyez, si j'appuie sur le petit i ici, là, on a accès à un menu tactile et donc quelque part, ça permet de faire à peu près les mêmes choses. Et comme en plus, il est personnalisable, on peut tout à fait remettre exactement les boutons qu'il y avait sur la gauche avant si on veut retrouver ce système-là. Donc, c'est pas tellement gênant. C'est un accès vraiment très très rapide. Et puis pour tout le reste, on a les mêmes réglages que d'habitude. Quelque chose qui peut peut-être manquer quand même aux Nikonistes, c'est le petit bouton ici qui permettait de passer d'autofocus à focus manuel. Il a été enlevé, c'est un petit peu dommage. Et puis ici, les 2 boutons n'ont plus des fonctions directement assignées, c'est des boutons fonctions, donc on peut changer la fonction qu'on veut assigner à ces 2 boutons-là. Mais dans l'ensemble, on se retrouve bien avec un Nikon comme on a l'habitude d'en avoir un. Les menus, eux, sont vraiment excellents. J'aime beaucoup les menus Nikon. On a alors les menus complètement tactiles, évidemment. Menu prise de vue, on n'a que des choses qui concernent la photo à l'intérieur. Les explications sont claires, c'est globalement classé par ordre du plus important au moins important. Menu vidéo, menu pour faire les réglages d'autofocus, mesure d'exposition, etc. Tout est très clair, j'aime beaucoup le système de menu de chez Nikon, vraiment super intuitif, on s'y fait très vite. En termes d'accessoires, on va parler du viseur, qui déjà a un avantage, c'est que vous voyez, il ressort pas mal à l'extérieur. Et ça c'est plutôt intéressant parce qu'on va quand même souvent avoir l'écran allumé.
Globalement, la façon dont ça se passe, c'est qu'on a l'écran allumé, et dès qu'on va mettre son œil devant le viseur, l'écran va s'éteindre. Et donc, quand je viens mettre l'œil sur le viseur, l'avantage c'est que mon nez va pas venir mettre plein de gras sur l'écran après. Et quand je vais réutiliser l'écran, je vais pas avoir plein de gras à essuyer. Enfin voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est pas tous les fabricants d'appareils photo qui font ça dans les mirrorless. Et puis le viseur est plutôt bien, j'aime beaucoup. On a une bonne vision à l'intérieur, un écran assez large, les réglages sont assez grands. Et puis on a plein d'informations qui s'affichent à l'écran, ça c'est le gros avantage des mirrorless évidemment. Et en termes de qualité, j'avais déjà été bluffé quand je l'avais testé à sa sortie. Euh, et c'est vraiment très chouette. On a vraiment une image à l'intérieur qui est très jolie et qui me fait, moi, penser vraiment à du viseur optique en fait. C'est très proche d'un viseur optique. Quand je mets les yeux là-dedans et que je repasse sur mon Sony juste après, j'ai tout de suite un oh, dis donc, l'écran du Sony c'est quand même autre chose quoi. L'écran du Sony est beaucoup plus agressif. Là où ici c'est très doux et très naturel et j'aime beaucoup cet écran là. Si on regarde l'écran, oui je vous disais écran, je parlais du viseur évidemment, l'écran à l'intérieur du viseur. Si on regarde l'écran lui-même, ici il est sur plusieurs axes. Alors ici on ne peut pas le baisser à 90 degrés, seulement à 45, et on peut le remonter à 90. On n'a pas malheureusement la possibilité de le tourner sur le côté, ce qui peut être intéressant soit pour se filmer, soit pour faire par exemple des prises de vue à la verticale quand on est près du sol. C'est toujours intéressant de pouvoir remonter l'écran. Bon malheureusement là c'est pas possible, mais il est déjà amovible selon deux axes. Et puis surtout, il est complètement tactile, je vous l'ai déjà montré. Et donc on peut accéder au menu directement comme ça, changer des choses. Et puis surtout, dans les menus, c'est tactile. Pour revoir ses photos, c'est tactile. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et j'aime beaucoup l'implémentation tactile des menus chez Nikon. Quelque chose d'assez simple. Mais par exemple, si je veux changer le mode tactile, j'ai pas besoin d'aller dans les menus et de configurer des choses. J'ai juste une petite case ici. Quand j'appuie dessus, le mode est activé. Quand je rappuie dessus, il est désactivé. Et quand sur d'autres appareils photo, on a un mode tactile qui est désactivé, quand on veut le réactiver, ben, on ne peut rien faire sur l'écran. Ça fait rien. Sauf que là, il y a toujours la petite case ici, et si je rappuie dessus, je peux le réactiver. Donc j'aime beaucoup cette idée que tout ce qui est tactile, ça se gère à l'écran. Et c'est logique. Pas besoin d'assigner à un bouton si je veux rendre quelque chose tactile ou pas. Pareil pour le petit menu d'information, je peux appuyer sur le bouton, mais j'ai aussi le petit bouton ici. Donc voilà, j'aime beaucoup la façon dont ça a été implémenté, le fait qu'on puisse l'utiliser partout, c'est vraiment très pratique. On peut appuyer pour changer l'emplacement de mise au point, on peut déclencher des photos aussi comme ça. C'est vraiment très pratique et très bien fait. Alors en termes de performance, là on va parler un petit peu des spécifications. On a donc un boîtier plein format, c'est la version haute définition, 45,7 mégapixels avec un capteur stabilisé. Vous avez le Z6 qui est globalement le même boîtier avec un capteur avec moins de mégapixels. On a un système d'autofocus à 493 points qui couvre 90% de la zone du capteur, donc c'est extrêmement large. On a une rafale qui va jusqu'à 9 images par seconde. Alors c'est important la petite précision du qui va jusqu'à, parce qu'il y a beaucoup de cas où je ne vous recommanderais pas d'utiliser cette rafale à 9 images par seconde, mais plutôt utiliser la rafale à 5,5 images par seconde. On a un buffer qui est assez limité, qui permet de shooter une vingtaine de photos. Si vous shootez à 20 images secondes, bah, ça fait 2 secondes, donc ça passe très vite, c'est assez court pour un buffer. On a la vidéo 4K à 30 images par seconde, 120 images par seconde en 1080p. On a une batterie qui est donnée pour 330 photos, c'est la mesure officielle. En réalité, sur le terrain, j'ai trouvé que c'était pas si gênant que ça. Moi, j'ai quand même rarement épuisé ma batterie à fond. Donc je pense qu'on peut facilement shooter plus que ça en fait. Un écran qui est 2,1 mégapixels, un viseur qui est 3,7 mégapixels, un seul slot XQD, on en parlait. Alors XQD c'est un format de carte, c'est des grosses cartes que Nikon privilégie, qui sont des cartes extrêmement rapides, qui par contre coûtent un peu cher à l'achat. Mais il n'y a qu'un seul slot, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir de copie de sauvegarde de vos photos. Là encore, ça fait partie de ces choses où si c'était un boîtier à 1500 €, on dirait ok, pourquoi pas, c'est pas très grave. Pour un boîtier à plus de 3000 €, on se dit oulala, ça fait pas très pro d'avoir qu'un seul slot. Et pour certaines personnes, ils vont se dire on s'en fiche complètement. Pour d'autres personnes, c'est impossible de se dire qu'on va considérer cet appareil photo là. Je pense aux photographes de mariage par exemple, si c'est le moment des. J'en sais rien, le lancer du bouquet, vous prenez vos photos, vous avez une erreur de carte et vous perdez ces photos-là, c'est un drame, hein, c'est dramatique. Vous ne pouvez pas vous permettre ça en fait. Donc voilà, un seul slot XQD, et puis il pèse 650 grammes, ce qui est un poids tout à fait convenable, je trouve. C'est juste le bon poids pour un appareil photo. Quels sont les petits plus qui sont proposés par ce petit Nikon Z7?
Alors, l'œil autofocus, l'autofocus sur l'œil, c'est quelque chose qui n'était pas implémenté au lancement de l'appareil. Il a été implémenté ensuite par des mises à jour de firmware. Et ça marche plutôt pas mal. Alors, on n'est pas encore au niveau des Sony qui, pour l'instant, sont à peu près maîtres en la matière, on va dire. Mais c'est un système qui marche plutôt bien et je trouve ça cool de le voir intégré dans ces boîtiers-là. En gros, la différence que ça va faire par rapport au Sony, c'est que vous allez pouvoir faire l'autofocus sur l'œil quand le sujet est plus près que Sony qui lui va capter l'autofocus sur l'œil à un sujet qui va être à 10 mètres, vous ça va être plutôt un sujet qui va être à 3-4 mètres. Après, si votre sujet ne se met pas à tourner et à sauter dans tous les sens, ça marchera aussi bien. Une fois que l'œil est détecté, l'autofocus se fait parfaitement dessus, c'est très très pratique, ça évite d'avoir à faire mise au point, je recompose, mise au point, je recompose. On a un mode timelapse 8K, c'est-à-dire que vous avez paramétré votre timelapse, il va prendre toutes les photos, il va compiler tout ça en une vidéo 8K que vous allez pouvoir ensuite recouper ou zoomer à l'intérieur, etc. Vous avez un intervalomètre qui est intégré, c'est quand même bien, c'est la base. Chez Nikon, ils font ça depuis très longtemps. Il y a d'autres marques qui mettent du temps à s'y mettre. Vous avez un système de focus bracketing, j'adore cette fonction-là. Le bracketing, vous savez, c'est quand on prend une série de photos avec un paramètre qui varie entre chacune des photos, mais on les prend en rafale tout en même temps. Le bracketing le plus connu, c'est le bracketing d'exposition. On va prendre par exemple 5 photos, une à moins 2 stop, une à moins 1, une à 0, une à plus 1, une à plus 2. Donc 2 photos sous-exposées, 2 photos surexposées et une exposée correctement. Là, le focus bracketing, vous allez faire la même chose, sauf que c'est la mise au point qui va changer. Et donc, disons par exemple que je vais prendre une photo macro d'un insecte qui est grand comme ça. Je vais faire la mise au point sur le début de l'œil de ma mouche. Et je sais que de base, tout le reste va être flou. Donc je vais me mettre là, au départ, et puis ensuite je vais dire, tu me fais 100 photos avec un décalage de 1 ou 2 crans à chaque fois. Et puis il va me faire tac 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 tac. Il me prend toutes les photos. Il va pas les compiler automatiquement, il faudra quand même les compiler dans Photoshop. Mais c'est extrêmement rapide, extrêmement pratique et bien plus pratique que de devoir faire ça à la main et de se dire je fais la mise au point là-dessus, je bouge un petit peu, je refais la mise au point, je rebouge un peu. Ah zut, j'ai bougé trop, mais j'étais où après? On se souvient plus. Voilà, c'est très utile pour les photographes de macro, c'est très utile pour les photographes de paysage. Moi, à l'usage, je me suis rendu compte que avec le Sony, je le fais souvent, hein, le focus bracketing, mais je le fais à la main et donc en général, un peu par fainéantise, je vais faire 3, 4, 5 photos dans mon bracketing. Là où là, par défaut, on peut en faire 50, 100 si on veut. Et tant pis si on a trop de photos, au moins on va pas avoir une zone où on aura loupé. Et voilà, ça m'arrive avec le Sony, ça n'arrive pas avec le Nikon. Et puis on a SnapBridge qui est l'application pour smartphone qui va avec le Nikon. Bon voilà, tous les fabricants aujourd'hui ont des applications qui vont avec leurs appareils photo, qui permettent notamment de gérer la prise de vue à distance. La prise de vue est assez limitée quand même, on ne peut pas changer énormément de paramètres malheureusement. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est le transfert des photos en Bluetooth directement. SnapBridge a une mauvaise réputation depuis le début parce que c'était très compliqué au départ, les connexions se faisaient mal. Je sais qu'il y a eu pas mal de mises à jour. Aujourd'hui, a priori, SnapBridge est beaucoup plus stable. En tout cas, moi j'ai trouvé l'utilisation assez simple et assez agréable. Et donc en fait, voilà, on prend ses photos, on a son téléphone qui est connecté en Bluetooth avec l'appareil photo dans notre poche. Et puis on prend nos photos toute la journée et ça va se transférer automatiquement. Alors le transfert est relativement long, vous attendez pas à prendre une rafale de 10 photos et tout de suite tout voir sur votre appareil photo, sur votre téléphone, pardon. Ça prend à peu près une trentaine de secondes pour avoir un preview de 2 mégapixels sur votre téléphone. Mais avec ce preview, ensuite, vous pouvez tout à fait le partager sur les réseaux sociaux directement, le passer dans Lightroom Mobile ou un truc comme ça. Et c'est hyper intuitif et hyper pratique, donc ça, c'est cool. Comment ça se passe en conditions réelles? Alors en conditions réelles, sur le terrain, j'ai beaucoup apprécié, encore une fois, la prise en main. On n'a pas le sentiment d'avoir un petit mirrorless joué. On a l'impression d'avoir un bon boîtier, d'avoir un petit réflexe. En fait, l'impression que ça m'a donné, c'est l'impression d'avoir un réflexe APS-C dans les mains. C'est-à-dire un bon boîtier qui tient super bien en main, mais qui n'est pas trop lourd, pas trop encombrant. Et pour moi, la taille du réflexe APS-C, c'est à peu près le bon compromis en fait, entre le poids, la bonne prise en main, le petit doigt qui passe en dessous ou pas, etc. Donc j'aime beaucoup cette taille-là, j'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup le grip. Donc cette impression est vraiment très très bonne. À la prise de vue en photo, c'est très chouette aussi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on peut très facilement passer du mode viseur au mode sur l'écran. Chose qui est très difficile à faire avec les réflexes parce que souvent dès qu'on est sur l'écran, on n'a plus le même système d'autofocus, on n'a pas énormément de réglages, tout n'est pas tactile, etc. Là, l'avantage c'est qu'on a exactement les mêmes repères dans le viseur et sur l'écran et on passe très facilement de l'un à l'autre. Ça évite de se mettre à s'allonger par terre pour aller photographier des petits champignons par exemple. On se baisse, on bouge l'écran et puis on peut faire ça directement. Donc ça c'est vraiment super agréable. Il n'y a que en rafale où j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de soucis. Quand on prend des prises de vue en rafale, alors déjà, quand on est à 9 images par seconde,
on ne voit pas vraiment ce qu'on prend en photo. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que après chaque photo, il nous affiche la photo qu'on vient de prendre. C'est-à-dire je fais une rafale, tac, 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 et je bouge comme ça, et je vais voir systématiquement la photo que j'ai prise une seconde avant, ou une demi-seconde avant. Et c'est très très frustrant, et si on veut suivre un sujet en mouvement, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que si vous voulez faire la rafale sur un sujet en mouvement, vous allez probablement devoir vous mettre à 5,5 images par seconde. Et là, c'est pas encore parfait non plus, c'est-à-dire qu'on va plus avoir cette espèce de lag, on a l'impression que ça lutte complètement. Par contre, on va avoir des blackouts, on va avoir des moments où ça devient noir entre deux photos, et c'est un petit peu dur quand même de suivre l'action. On y arrive mieux, mais c'est pas super agréable quand même. Comment se comporte l'autofocus sur le terrain? Alors j'ai demandé à mes enfants de courir vers moi. Alors ce qui est marrant avec eux, c'est qu'ils courent déjà pas du tout de la même manière. Ils aiment bien faire les foufous, ils courent super vite, après ils s'arrêtent, après ils sautent, ils font des grimaces. Et avec le suivi d'autofocus sur l'œil, c'était assez intéressant de voir s'il arrivait à les suivre justement. Donc l'autofocus est relativement rapide, pas trop mal, pas au niveau d'un D850, hein, pas au niveau des réflexes Nikon. Les réflexes Nikon sont très réputés pour leur autofocus. Là on n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est pas trop mal. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de photos qui étaient ratées, c'est-à-dire que là, sur la cinquantaine de photos que j'ai fait de mes deux enfants, avec cet objectif-là, le 24-70S, qui est monté nativement sur la monture Nikon Z, j'en ai eu à peu près 80% qui étaient bonnes, 80% qui étaient parfaitement nettes sur l'œil. Ça veut dire quand même qu'il y en a une sur 5 où c'était pas bon, il n'a pas réussi à faire l'autofocus dessus. J'ai testé aussi avec l'adaptateur, donc le petit adaptateur FTZ qui permet de passer de la monture F à la monture Z, et avec l'objectif 24-70 f2.8 monté dessus. Et là, c'était encore un peu moins bien, c'est-à-dire que j'avais que 60% de photos réussies. Donc voilà, dans des conditions un peu sportives, avec des enfants qui courent vers vous, etc., c'est plus difficile. Là où il avait le plus de mal, c'était quand le sujet s'approchait vraiment de nous. Sans trop de surprise, il arrive assez bien à gérer l'autofocus d'un sujet lointain. Quand le sujet arrive à 3-4 mètres, c'est là que ça commençait vraiment à galérer. Donc notamment sur la partie un peu portrait un peu plus serré à 3-4 mètres, c'était plus difficile. Mais en dehors de ça, c'est un vrai plaisir de shooter avec. Encore une fois, le viseur est super agréable. On a tout ce qui fait le bonheur des mirrorless, c'est-à-dire on peut voir l'histogramme à l'intérieur, on peut se mettre en noir et blanc, on peut voir les photos qu'on vient de prendre aussi à l'intérieur du viseur, on voit ce qu'on va prendre en photo avant de le prendre en photo. Enfin, voilà, tous ces bons avantages, on les a. Et en plus, un viseur super agréable, un boîtier qui est très agréable à utiliser. Donc globalement, l'expérience sur le terrain est très très bonne. On va analyser un petit peu les photos maintenant. Alors l'impression générale, c'est qu'en termes de qualité, on a une qualité d'image excellente, vraiment très très bonne. Au niveau du D850, c'est a priori la même technologie de capteur. C'est très difficile de voir des différences de qualité entre les photos du D850 et du Z7. Donc voilà, on a des photos super haute définition, on a des photos avec une très très bonne plage dynamique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre des photos à ISO très bas, à ISO 100, voire à ISO 64, et puis déboucher les ombres, et on garde beaucoup de détails, on a peu de bruit qui se crée, c'est vraiment super agréable de travailler ces fichiers-là sur Lightroom. Et puis la sensibilité ISO est très bonne aussi quand on monte dans les ISO. Quand on monte à ISO 3200, 6400, on continue d'avoir des photos très très bonnes, très détaillées, avec un grain un petit peu plus gros que sur le D850, mais très légèrement. Et en fait, ce qui veut dire, c'est que ça dépend un peu des zones. Et j'ai l'impression que le traitement du fichier RAW est un petit peu différent. Alors c'est peut-être le traitement Lightroom hein, du fichier RAW aussi qui est différent, il faut voir. Mais voilà, les fichiers du Z7 ont l'air un tout petit peu plus contrastés que ceux du D850. Ce qui veut dire qu'on a du grain un petit peu plus gros, mais qui disparaît un peu plus rapidement dans les zones d'ombre, parce que les zones d'ombre sont plus foncées. Pour la vidéo, comme je vous disais, c'est la première fois qu'on a un appareil photo Nikon, notamment plein format, qui est doué pour la vidéo, qui sait faire de la vidéo. Tout n'est pas encore parfait, mais si vous voulez avoir un bon appareil photo qui en plus vous permet de faire des chouettes vidéos, vous avez une bonne option ici. On peut filmer à 4K, en 4K sur le plein capteur. Vous aurez la meilleure qualité d'image si vous utilisez le mode crop, le mode DX. Là, vous aurez une meilleure qualité d'image en 4K, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser sur la taille entière du capteur. Vous avez une option pour faire des ralentis à 120 images par seconde à 1080p. Ça crop un petit peu dans l'image et vous avez une image un petit peu plus molle du coup, mais c'est toujours bien d'avoir cette option-là, sinon vous avez 60 images par seconde et là, c'est nickel. Vous avez à peu près toutes les options que souhaitent les vidéastes qui sont disponibles. Donc vous avez le zoom, c'est-à-dire on peut zoomer énormément sur la photo, sur l'image, pour voir si on est bien net. Malheureusement, ce zoom, on peut le faire avant de commencer la prise de vue. Dès que la prise de vue a commencé, on ne peut pas le faire pendant la prise de vue. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément sur mon Sony, de pouvoir zoomer pendant la prise de vue et être sûr d'être parfaitement net sur mon sujet qui est tout là-bas.
Là, c'est pas possible. On a les zébras, vous savez, ces lignes qui viennent s'afficher sur quand les blancs sont cramés, l'alerte des blancs cramés. On a le focus picking, qui marche maintenant aussi en 4K. C'était pas le cas sur le D850. Là, en 4K, on a le focus picking aussi. On a l'histogramme. Mais on peut pas mettre ces trucs ensemble. On peut pas avoir... Alors, on peut avoir l'histogramme avec le picking, on peut avoir l'histogramme avec le zébra, mais on peut pas avoir le zébra avec le picking, par exemple. Faut choisir l'un ou l'autre. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de désactiver l'un ou l'autre. Et c'est toujours un petit peu ennuyeux du coup de passer de l'un à l'autre en permanence. Mais là où vraiment le passage au mirrorless ça fait beaucoup de bien à Nikon, c'est sur la partie autofocus. Là l'autofocus est vraiment doux, il arrive bien déjà à suivre les sujets humains et tout ça. Et l'autofocus est très doux quand on passe d'un point à un autre, qu'on peut faire même sur l'écran tactile. Je dis je vais faire la mise au point là-dessus, faire la mise au point là-dessus. Ce qui va varier c'est la vitesse à laquelle il fait l'autofocus. De mon expérience, parfois il va faire la mise au point très vite de l'un à l'autre. Et puis d'autres fois, il va mettre 3 ou 4 secondes. Il va rien faire, puis après, au bout de 2 secondes, il va faire et faire la mise au point sur l'autre. Alors le vrai gros avantage par rapport à ce qu'on avait avant, c'est que l'autofocus ne chasse plus en vidéo. On se retrouve plus avec des pour faire la mise au point. Là maintenant, il va directement au bon endroit pour faire la mise au point, donc ça c'est très bien. Par contre, c'est une vitesse qui est complètement irrégulière. Donc pour faire des b-roll par exemple, ça peut le faire, parce que vous allez pouvoir vous y reprendre 2, 3 ou 4 fois jusqu'à avoir exactement la bonne transition, celle que vous vouliez. Pour faire du vlogging ou des choses comme ça où on va se filmer, où on va filmer des gens, ça va être très bien parce que les personnes ne vont pas bouger et ça ne va pas passer d'un endroit à l'autre très très loin. Voilà, c'est pas encore parfait, mais on a quelque chose qui est très très bon pour la vidéo maintenant déjà. Qu'est-ce que j'aime moins dans ce boîtier? Alors, je vous l'ai déjà dit, un seul slot XQD. Pourtant, j'aime bien la cache ici qui est très, très bien fichue, mais on n'a qu'un seul slot, donc pas de copie de sauvegarde de ces photos. L'autofocus en basse lumière, on n'en a pas parlé, c'est un des gros défauts de l'autofocus de cet appareil. Je vous avais dit que l'autofocus était correct, mais pas aussi bon que sur les réflexes Nikon. On a un gros souci en basse lumière. Si je veux faire la mise au point là, ici, là-bas il y a peu de lumière, ça chasse. Il essaye. Si je me remets sur quelque chose qui a plus de lumière, tout de suite il fait la mise au point dessus, très rapide. Je vais là-bas et il va lutter un petit peu avant de trouver. Et ça, c'est assez constant, et même quand la lumière est pas si basse que ça. Et c'est là que c'est un petit peu problématique. C'est que, alors évidemment, en plein jour, vous n'aurez pas de problème. Avec des gros spots comme j'ai là, vous n'aurez pas de problème. Mais déjà, en soirée, avec juste un éclairage d'ambiance, vous allez avoir des difficultés de mise au point avec cet appareil-là. En tout cas, il ne va pas être aussi rapide que sur un réflexe ou sur ce que vous avez l'habitude d'avoir avec vos réflexes Nikon. Et pour certaines personnes, ça peut être un vrai gros problème. Donc je voulais vous avertir là-dessus, autant que vous le sachiez. La mise au point manuelle, notamment pour la vidéo, ça peut être important pour les vidéastes. Heureusement que l'autofocus est un peu meilleur, parce que la mise au point manuelle pour les vidéastes, c'est très compliqué, parce que sur cette nouvelle gamme Nikon, on a ce qu'on appelle focus by wire, c'est-à-dire que c'est une mise au point avec une bague qui est reliée électroniquement, c'est-à-dire que c'est un signal électronique, et quand on a ça, c'est plus uniquement mécanique. Quand on a un signal électronique, la difficulté, c'est qu'on n'a plus de repères. On ne peut pas dire, si je vais de là à là, ça va faire changer la mise au point de là à là. Parce que ça change selon la vitesse avec laquelle on va le faire. Et donc du coup, il n'y a plus aucun repère et c'est très difficile. On a aussi souvent une latence, c'est-à-dire qu'entre le moment où je vais tourner et le moment où il va commencer à faire le changement de mise au point, il va y avoir une latence. Donc on n'a plus quelque chose qui donne du répondant direct. Et ça, c'est très, très embêtant pour les gens qui font la mise au point en manuel, notamment en vidéo. On a le buffer qui fait que 20 photos, ça je vous l'ai dit. Je trouve que c'est très très juste. Encore une fois, pour un appareil photo de cette gamme, encore une fois, on serait sur un appareil photo à 1500 €, je dirais c'est bien, et tant mieux pour les gens qui n'ont pas besoin de plus. Pour un appareil photo de cette gamme, on est en droit d'attendre beaucoup plus que ça. Comme je vous disais, il y a peu de boutons, donc si vous avez l'habitude d'avoir énormément de boutons, vous allez être un petit peu déçu. Il va falloir passer à du tactile, mais après c'est du tactile, comme je vous disais, vraiment très accessible. On n'est pas obligé de plonger très loin dans les menus pour aller chercher les options. On a tout sous la main, donc encore une fois, la transition peut se faire assez facilement. Un autre petit détail, la visualisation de la profondeur de champ. C'est quelque chose qui m'a un petit peu étonné. J'ai essayé de voir en changeant les paramètres, en me disant tiens, là je suis en train de faire une photo, et puis je passe à F8, j'étais à F4, je passe à F8, mais je ne vois pas la profondeur de champ changer dans mon viseur. Je passe à F22, la profondeur de champ ne change pas. Et en fait, ça a été volontairement limité par Nikon pour que ça reste agréable dans le viseur et qu'on ne commence pas à avoir plein de bruit numérique, parce qu'évidemment, s'il ferme vraiment à F22, il y a beaucoup moins de lumière qui rentre, donc il doit booster le signal pour m'afficher l'image dans le viseur avec la même exposition. C'est ce que font les autres, les Sony en particulier. Mais donc là, ils ont décidé d'arrêter la prévisualisation à la profondeur de champ à 5,6.
Et donc F4, ça va. F5.6, je vois une légère différence. F8, F11, F16, tout ça, ça montre à F5.6. Et ça ne fait la vraie profondeur de champ qu'au moment où je déclenche ma photo, comme on a sur les réflexes en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors on a la possibilité d'assigner sur un bouton pour que finalement on puisse avoir la prévisualisation de la profondeur de champ, mais on revient un petit peu à des anciennes méthodes, et je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement on perd l'avantage du « Ah bah ce que je vois ici c'est exactement ce que je vais avoir ». Comme je vous disais, on a du lag, on a de la latence quand on est en rafale à 9 images par seconde. C'est assez gênant, notamment si on veut faire de la photo de sport par exemple. Et puis il n'y a pas de roue arrière, vous savez la petite roue qu'on a ici chez Canon ou chez Sony, qui est souvent assez agréable parce que ça permet de faire le troisième réglage du triangle d'exposition. On a l'ouverture, on a le temps d'exposition, et puis on peut faire les ISO sur cette roue-là. Moi j'aime beaucoup ce système-là, et là malheureusement on n'a pas cette option-là. Et puis dernier point, qui peut sembler mineur, mais moi j'utilise beaucoup la compensation d'exposition. Et là le bouton il est très sur le côté, encore pire que sur le D850. Et donc on a beaucoup de mal à l'atteindre, et je ne comprends pas pourquoi, parce que finalement ils l'ont mis beaucoup sur le côté juste pour pouvoir mettre la petite pastille blanche off-on, ils auraient pu la mettre ailleurs. Et du coup on doit vraiment tordre le doigt, ah ça fait mal, pour aller, je n'arrive même pas à le retrouver là. Il est où? Il est encore plus loin, il est par là, voilà. Vous voyez un petit peu la difficulté de le trouver là, et une fois qu'on le trouve, ensuite il faut bouger le pouce avec la molette pour aller compenser l'exposition. Donc ça c'est pas top, c'est vraiment pas très cool. Mais il y a aussi plein de choses que j'aime bien sur ce boîtier. Alors comme je vous l'ai dit, la qualité d'image, la plage dynamique, les ISO élevés, tout ça c'est excellent. On a vraiment ce qui se fait de mieux sur les capteurs, alors ces capteurs Nikon/Sony. Toutes les options qui sont cool pour les photographes de paysage, donc le fait de pouvoir baisser les ISO en dessous d'ISO 100, ISO 64 par exemple, ça permet par exemple de jouer sur le temps de pause quand on va être devant des cascades ou des choses comme ça, et donc ralentir volontairement le temps de pause, donc ça c'est plutôt cool. La possibilité de faire du focus stacking à l'intérieur et que ce soit lui qui change la mise au point automatiquement, alors ça c'est un vrai bonheur, j'adore vraiment cette option-là. Je serais prêt à passer chez Nikon juste pour cette option-là, pour vous dire. Et puis les options de timelapse, ça c'est très bien. La construction du boîtier est très solide, on a le sentiment d'avoir un boîtier costaud. C'était pas toujours le cas avec tous les mirrorless. Là c'est vraiment très agréable. Et on n'a pas parlé de la monture aussi. Vous voyez que la monture est vraiment énorme par rapport au D850. Les anciens Nikon, la monture F, c'était vraiment une monture toute petite, une des plus petites des grandes marques d'ailleurs. Et quand on voit à quel point la monture F était petite, on comprend un peu qu'ils avaient peut-être probablement un petit complexe, on va dire, du côté de chez Nikon, et ils se sont dit on va faire la monture la plus grande possible, du coup elle est vraiment énorme, ce qui permet effectivement de se dire qu'ils sont tranquilles pour un paquet d'années maintenant, pour pouvoir faire des optiques vraiment les toutes plus dingues les unes que les autres. J'aime beaucoup l'écran qui est complètement tactile, que ce soit pour la prise de vue, pour les menus, pour les réglages, tout ça c'est vraiment super. Entièrement tactile, on retrouve les sensations un petit peu d'un smartphone, ce qui je trouve est la bonne chose parce qu'aujourd'hui on utilise nos smartphones à longueur de journée, on est habitué à bouger les trucs avec les doigts, à faire un clic, à bouger, à agrandir, à fermer, enfin voilà, à faire tous ces gestes-là on est habitué, donc c'est bien qu'ils soient enfin intégrés dans les appareils photo. J'aime bien le fait que le capteur soit stabilisé, la stabilisation du capteur d'ailleurs est très bonne, c'est très agréable, même en vidéo ça marche plutôt pas mal. Et puis l'autofocus sur l'œil, c'est un très bon ajout et c'est très chouette que Nikon ait pu le rajouter en firmware. J'aime beaucoup aussi l'idée qu'on puisse assigner la bague de mise au point à autre chose. Typiquement, notamment je pense aux vidéastes, mais vous pouvez très bien dire, bah, la mise au point, je ne vais pas y toucher, donc j'ai envie d'assigner la bague de mise au point à l'ouverture par exemple. Et donc vous avez l'option dans les menus de faire ça. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer de F4, F8, F11 de façon complètement douce et voilà, sans à-coups. Et c'est vraiment super de pouvoir rajouter cette option-là là-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le viseur. Extrêmement agréable à l'intérieur. On voit vraiment très bien. C'est très naturel. Et puis voilà, je reviens encore une fois là-dessus, mais l'ergonomie et la qualité de construction générale est vraiment très bonne. Que ce soit les boutons, le joystick, il tombe très bien sous la main. Ça, c'est aussi quelque chose qui me change par rapport à mon Sony, dont le joystick est un petit peu dur à attraper, on glisse un petit peu dessus. Là, il y a un très bon grip et ça permet vraiment d'aller très facilement sélectionner son point d'autofocus. Alors, on va voir un petit peu si ce boîtier est adapté pour vous selon le type de photo que vous faites. Est-ce qu'il est adapté pour la photo de paysage? Je pense oui, très bien adapté pour la photo de paysage, à condition de trouver les objectifs qui vont avec, mais on peut utiliser des objectifs monture F avec l'adaptateur, vu qu'on va pas tellement avoir besoin d'autofocus super performant pour la photo de paysage.
On a un boîtier très haute définition avec plein de bonnes options pour la photo de paysage, je ne vais pas revenir dessus, mais pour moi on a voilà, un excellent boîtier pour ça, une bonne montée en ISO aussi pour les photos de nuit, voie lactée et tout ça, donc c'est nickel. Pour la photo de voyage, je mettrais un petit bémol comme ça quand même. On a un boîtier qui est plutôt intéressant parce que compact, donc ça permet d'emmener un plein format très compact en voyage, donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de souci de fabrication dans la mesure où il est costaud, il va pouvoir endurer un petit peu les chocs et la poussière dans les petits bus à droite à gauche. Par contre, je mets un petit bémol quand même sur la batterie qui risque de pas durer très très longtemps et donc vous allez devoir emmener plusieurs batteries, donc emmener des chargeurs, etc. Sur le fait qu'on est quand même sur un plein format, et un plein format ça veut dire souvent des grosses optiques, mais si Nikon arrive à sortir des optiques aussi compactes que celle-là, ça peut quand même être très très agréable pour le voyage. D'ailleurs on a un très bon objectif ici, le 24-70 S, très qualitatif et compact en même temps, f4. Et le deuxième petit bémol, c'est sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul emplacement pour une carte. Ça peut paraître idiot, mais quand on est en voyage, il y a des moments des moments uniques. Il y a des moments où vous allez, je sais pas, pouvoir visiter un bâtiment, vous allez y aller une fois dans votre vie. Et si vous le visitez, que vous allez à l'endroit suivant, vous continuez votre voyage, et que vous vous rendez compte 3 jours après, au moment de transférer les photos, que en fait la carte est corrompue et vous avez perdu toutes ces photos, ça fait mal, ça fait mal. Donc je pense que, voilà, en particulier pour la photo de voyage, ça peut être embêtant. Pour la photo de famille, je pense que c'est un très très bon boîtier, parce qu'il est assez compact, parce qu'il est très facile à prendre en main, parce qu'on a le côté tactile, on a aussi l'écran, on peut faire beaucoup de photos sur le live view. Ce qui peut être assez intéressant pour prendre en photo les enfants par exemple, c'est qu'on va se mettre comme ça, hop, on met l'écran à la taille, et puis on regarde les enfants, on joue un petit peu avec, et puis tac, on prend les photos en même temps. Ça permet vraiment d'avoir des expressions vraiment sympas, ils n'ont pas l'impression de se faire prendre en photo. Même pour la famille en général, hein, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de poser devant des appareils photo. Donc le plus on peut être discret ou faire croire qu'on ne fait pas de photos, mieux c'est. Le mode silencieux est aussi une très bonne solution pour ça. Donc je pense que c'est un très bon boîtier pour la famille. Pour le portrait, c'est aussi un excellent boîtier. On a l'autofocus sur l'œil, on a une très haute définition, on est plein format, donc on va avoir des bonnes optiques et puis aussi un beau flou d'arrière-plan, etc. Donc c'est un très très bon boîtier pour ça. Pour la photo de rue, c'est un boîtier qui est assez intéressant parce que, encore une fois, relativement compact, même si on n'a pas spécialement besoin d'avoir un boîtier plein format pour faire de la photo de rue. Je vous renvoie à ma vidéo sur les tailles de capteurs pour, pour voir un petit peu pourquoi je pense qu'en photo de rue, le plein format, la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Pour la photo de mariage, je mets un gros bémol dessus, je le mets en orange. Avoir un seul slot de carte pour la photo professionnelle comme ça, d'événements qui vont jamais se reproduire, c'est trop risqué, c'est vraiment trop risqué. Vous faites des photos corporate dans une entreprise, ça passe. Au pire, le jour où vous avez une carte corrompue, vous dites je reviens demain, on refait le shooting, ça va. Un mariage, on ne le refait pas. Donc ça, c'est vraiment rédhibitoire. Pour l'animalier et le sport, je les mets un petit peu ensemble parce que là, c'est clairement la rafale qui va poser problème. On a des difficultés à la prise de vue en rafale, c'est pas agréable, c'est pas super ergonomique. Et en plus de ça, la rafale est pas super rapide. Si on veut pouvoir suivre un sujet, on est à 5,5 images par seconde, c'est pas extrêmement rapide. Et en plus de ça, le buffer se remplit super vite. Donc c'est vraiment pas idéal pour les photographes de sport et d'animalier. Et pour la vidéo, je le mets en jaune, en espérant pouvoir le mettre en vert bientôt. Il manque pas grand chose, il manque vraiment le fait de pouvoir utiliser toutes les bonnes options vidéo en même temps, le fait de pouvoir avoir une 4K aussi bonne dans le cadre complet qu'en crop. Voilà, on n'est pas très très loin d'avoir un excellent boîtier pour la vidéo. Je pense que si vous voulez un boîtier que pour la vidéo, c'est pas forcément le meilleur choix. Par contre, si vous voulez un boîtier photo qui fait aussi très bien de la vidéo, ça marche très bien. Alors puisque c'est dans la même gamme de prix, je me suis dit qu'on allait le comparer avec le D850. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas le même format, hein. Le D850, il est quand même vachement plus mastoc. Et puis une chose qu'on va avoir quand même, c'est que par rapport au D850, comme vous pouvez voir, on a quand même beaucoup moins de boutons sur le Nikon Z7 que sur le D850. Ici, on a à peu près la même chose, mais même à l'avant, on a moins de boutons. Donc dans l'ensemble, le D850, c'est pas qu'il va être plus paramétrable, les deux sont très bien paramétrables, mais le D850 a déjà beaucoup de choses qui sont prêtes à l'emploi. Il est vraiment plus fait pour travailler en fait. Quand on va revoir ses photos, quand on va mettre des notes, quand on va mettre des étoiles, etc. Et puis ensuite on passe au shooting suivant, le D850 va être un petit peu plus efficace. Mais malgré tout, je vous dis, on accède assez facilement à toutes les options dans ce boîtier. On n'est pas dans le cas d'un boîtier type par exemple entrée de gamme APS-C pour lesquels parfois il faut aller tout au fond d'un menu et faire 3, 4, 5 clics pour accéder à une fonction. Là, c'est pas le cas, tout est quand même très facilement accessible. Par rapport à tout ce qu'on a vu, on voit bien que ce Nikon Z7 est moins pro.
Comme je vous disais, par rapport au nombre de slots de cartes, par rapport à l'autofocus qui est pas parfait, par rapport à la durée de vie de la batterie, etc. Tout ça fait qu'on a un boîtier qu'on va moins facilement pouvoir utiliser dans un cadre professionnel, malheureusement. Ça dépend des usages, évidemment. Mais globalement, voilà, c'est moins pro, mais c'est au même prix. Donc, c'est-à-dire qu'on paye quoi? On paye la nouveauté. Et dans l'ensemble, la nouveauté, bah, ça va être l'autofocus sur l'œil et le capteur stabilisé. C'est à peu près les deux seules choses qui sont vraiment très différenciantes, plus, on va dire, le confort d'avoir du mirrorless. Mais quelque part, c'est à peu près les deux seules choses, les deux vraies fonctionnalités pour lesquelles on va payer. Et à côté de ça, on va perdre en particulier le slot, un bon buffer, un bon autofocus et la durée de vie de la batterie. Donc, dans l'ensemble, est-ce que le compromis vaut le coup pour vous? C'est à vous de décider, mais c'est pas forcément sûr et pas dans tous les cas en tout cas. En conclusion, c'est une bonne première copie quand même. Faut pas oublier que c'est le premier mirrorless plein format de chez Nikon et globalement ils ont pas fait de grosses erreurs, à part pour beaucoup le fait qu'il n'y ait qu'un seul slot, mais je l'ai déjà dit suffisamment. Mais dans l'ensemble, on peut pas dire que ce soit un boîtier raté. C'est un boîtier qui ergonomiquement est bon et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû être changées. La qualité d'image reste excellente. Mais voilà, la frustration et les petites frustrations, pour moi, elles n'existent que au regard du prix. C'est-à-dire que si demain Nikon sort le Z7 version 2 et que le Z7 passe à 1600 ou 1800 euros, je pense que ça peut être une très très bonne option à ce prix-là. À 3000 euros, pour moi, c'est trop cher par rapport à la concurrence ou par rapport même à la concurrence interne, c'est-à-dire par rapport au D850. Dans beaucoup de cas de photographes, vous aurez plus intérêt, si vous voulez rester chez Nikon, à acheter le D850 qu'à passer sur le Z7. Le gros avantage, c'est que toutes les petites frustrations qu'on peut avoir sur ce Z7, on sent qu'elles sont faciles à améliorer par la suite. Donc on peut quand même espérer que dans la version suivante, beaucoup de choses seront améliorées. Si je regarde, le buffer, c'est très facile à améliorer. La durée de vie de la batterie, d'autres entreprises ont montré que c'était possible. Regardez Sony notamment. La rafale, je pense que c'est quelque chose qui peut être amélioré aussi assez facilement. L'autofocus, c'est un petit peu plus difficilement, mais pareil, quand on regarde le passif, quand on voit un petit peu les autres entreprises qui font du mirrorless depuis longtemps, ils ont progressé assez rapidement sur l'autofocus. Il n'y a pas de raison que Nikon reste à la traîne là-dessus. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va aussi s'améliorer. Donc si tout ça s'améliore, dans la mesure où on a une très bonne base en fait, on a un très bon boîtier ergonomique, on a une très bonne monture, on a des très bons objectifs. Donc moi, je suis plutôt assez excité de voir ce que Nikon va nous sortir par la suite. Et je pense que le Z7 version 2 pourrait vraiment être un très très bon choix. Mais il n'y a pas de doute qu'ils vont nous le faire payer aussi. Alors est-ce que je le recommande ce boîtier? Eh ben, dans la plupart des cas, non, je ne le recommande pas. Comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de cas, le D850 sera une meilleure option, notamment si vous n'êtes pas super pressé de passer sur du mirrorless. Donc pour moi, les cas où je recommande, ce sera de toute façon pour des gens qui sont déjà chez Nikon. Je pense qu'il n'y a personne qui va faire le saut d'une marque vers Nikon pour aller sur ce boîtier-là en se disant « Waouh, ce boîtier est tellement incroyable !» Parce que finalement, il rattrape pas mal le retard qu'avait Nikon par rapport aux autres sur le terrain du mirrorless, mais sans forcément avoir des options extraordinaires. Il casse pas la baraque, quoi. Donc pour moi, c'est pour des Nikonistes qui passent au full frame. Typiquement, vous êtes sur APS-C, ça fait un moment que vous vous dites « j'aimerais passer sur le full frame », et là, vous êtes justement dans cette période où vous vous dites « bah oui, mais si je prends un réflexe full frame, je vais peut-être devoir changer tous mes objectifs et acheter des objectifs réflexes. » Et après, si je passe sur du mirrorless, je vais à nouveau devoir changer d'objectif. Donc, si vous voulez passer sur du full frame aujourd'hui, vous avez tout intérêt à passer sur l'option mirrorless. Et notamment le Z7, je vous dis, c'est pas un mauvais boîtier. Il est un petit peu cher par rapport à ce qu'on a dedans. Mais en même temps, vous êtes sûr que vous commencerez à acheter les objectifs qui vont vous servir pendant les 20 ou les 30 prochaines années. Sinon, ça peut être aussi des Nikonistes qui veulent absolument rester chez Nikon, mais qui ont cette frustration d'avoir des difficultés en vidéo et qui veulent faire de la meilleure vidéo avec leur Nikon. Là, dans ce cas-là, c'est une très bonne option. Et puis enfin, la dernière chose, c'est tout simplement les Nikonistes qui veulent avoir les bénéfices du mirrorless. On a voilà, un bon boîtier qui franchement n'a pas à rougir, encore une fois, quand on sait les petites limitations, et je vous ai montré aussi, dans certains cas de figure, ces limitations ne sont pas du tout gênantes, ça dépend vraiment de ce que vous faites avec votre appareil photo. J'espère que ce test vous aura bien aidé, vous aura aidé aussi dans vos choix et votre décision. Si vous voulez acheter ce boîtier ou le Nikon D850, allez voir dans les liens que je mets dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. Allez, ciao!